Bonjour, c'est Kirk. Quand j'ai fait la vidéo comparant la BMW Z3 et la Boxster 986, j'ai oublié un point très important. Laquelle est la meilleure drifteuse? Ouais bon d'accord, ok, c'est pas forcément un critère capital quand on envisage de s'acheter l'un de ces deux roadsters. Mais quand on aime s'amuser derrière un volant et qu'on a une voiture à propulsion, ça vaut quand même le coup de se pencher sur la question, car c'est une discipline très sympa à pratiquer, ne serait-ce qu'une fois pour essayer. Mais avant de commencer, mettons-nous d'accord sur la définition du terme. Si vous avez déjà vu le film Fast and Furious Tokyo Drift ou si vous avez déjà lu le manga Initial D, vous avez déjà une petite notion de la question. Pour les autres, une explication par l'exemple s'impose. Le drift, en théorie, c'est ça. Pour pratiquer, il faut une voiture à propulsion, même si c'est théoriquement possible avec une 4 roues motrices, mais attention, il ne s'agit pas de tourner en rond en faisant patiner les roues arrière pour faire des donuts façon muscle car américain. C'est une discipline très technique qui consiste à déraper en crabe dans un virage tout en gardant le contrôle de sa dérive. Pour cela, il faut jongler habilement entre l'accélérateur, le frein à pied, le frein à main et éventuellement l'embrayage. Il est donc préférable d'avoir une boîte mécanique. Ici, pas de chrono. Tout est dans la pureté de la trajectoire et du contrôle de sa dérive. C'est un peu comme du patinage artistique sur asphalte. Globalement, l'apprentissage du drift se fait en 3 étapes. La première consiste à tourner autour d'un cône en cherchant à s'en rapprocher puis à s'en éloigner afin d'apprendre à contrôler son dérapage. Puis, dans un second temps, on va faire des 8 pour permettre au pilote de comprendre comment gérer le transfert de masse quand il change de sens de virage. Et enfin, on va passer à la pratique sur circuit pour assimiler comment se positionner en entrée de virage, à quel moment casser l'adhérence avec l'accélérateur ou le frein à main, et comment sortir du virage. Alors bien entendu, ce genre d'exercice est particulièrement rude pour la voiture, pas seulement pour les pneus, mais pour la mécanique en général. Sans parler du fait que le risque de faire une sortie de piste qui endommage le véhicule est réel. Et c'est pour toutes ces raisons qu'en général, les drifters ont une voiture dédiée à la piste qui ne craint plus grand chose. Il s'agit le plus souvent d'une voiture bon marché en fin de vie, ayant une puissance minimum démarrant à partir de 150 chevaux. Et là, vous vous dites sûrement que je suis complètement hors sujet, car aucun d'entre vous n'a envie d'aller risquer la carrosserie ou la mécanique de son précieux roadster dans une discipline aussi dangereuse pour l'intégrité de la voiture. Rassurez-vous, il n'a jamais été dans mon intention d'aborder le drift sous l'angle de la compétition, mais plutôt sous celui des loisirs, dans un cadre sécurisé. D'ailleurs, un cabriolet n'est pas une voiture adaptée pour la compète, car elle n'a pas un châssis assez rigide. Les amateurs de drift préfèrent largement utiliser des voitures avec un toit en dur, comme les BMW E36, ou encore les Nissan S13, S14 ou S15. Alors, pour éviter d'avoir à malmener nos roadsters, nous allons donc pratiquer le drift sur une piste arrosée en continu. Ce sont des pistes qui servent normalement à donner des cours de maîtrise de son véhicule par temps de pluie. Mais elles font parfaitement l'affaire pour apprendre à drifter car on casse très facilement son adhérence, ce qui permet de préserver ses pneus et surtout d'éviter d'avoir à forcer sur la mécanique. Bon, on va pas se mentir, drifter sur sol sec ou sur sol humide, ça n'a rien à voir. J'ai commencé à apprendre sur sol sec et le lendemain, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Du coup, j'ai eu la désagréable sensation de devoir tout réapprendre depuis le début. Cependant, même si le comportement de la voiture est très différent, le plaisir reste le même. De toute façon, il devient très difficile de drifter sur sol sec car les gérants de circuit considèrent que ça abîme la piste et les riverains se plaignent du bruit. Les circuits arrosés sont donc parfois la seule alternative. L'avantage de ces circuits, c'est qu'ils ont souvent des pistes sécurisées avec beaucoup de place autour. Vous ne risquez donc pas de heurter un mur. Les parcours sont balisés par des plots souples ressemblant à des bouts de tuyaux d'arrosage plantés dans le sol. Comme ça, en théorie, si vous sortez de la piste, vous ne risquez pas d'abîmer votre carrosserie. Alors je dis en théorie parce que en pratique, si vous les heurtez un peu trop vite, vous allez être bon pour passer un bon coup de polish pour enlever les micro-rayures laissées sur les bas de caisse et les portières. Cela dit, ce léger désagrément ne doit pas vous dissuader de tenter l'expérience. Car que ce soit la Z3 ou la Boxster, ces deux voitures se prêtent bien à l'exercice et offrent pas mal de fun. Mais au fond, peu importe mon avis, car après tout, je ne suis pas expert en la matière. Et c'est pourquoi je vais laisser la parole à mon instructeur qui a testé la Z3 et la Boxster pour nous offrir une analyse un peu plus objective et surtout un peu plus professionnelle. Hi, my name is Simon Rogowski. I'm here as a driving instructor at Fahrenleben-Bodensee. That's a driving center here in the south of Germany. We have opened since 2015. Since then I'm here on board. I had some track days before with drifting and doing grip driving, so it was
it led one to another that I'm here working. That's very nice. Today we had a drift training with the Z3 2-liter and then Boxster S 986. And yeah, I was able to drive them both a little bit and had some images how they work. For the BMW it was a little bit tricky because it has an open differential, so you have always fought against that differential. You have to force the car into the drift with a lot of angle. When it had a lot of angle it was okay, we could stay at that angle, but as soon as it straightens out a little bit, the inner wheel was spinning too much and the drift aborted. But after we added some air into the rear tires, it was a little bit better, but still very hard to drift or to keep it in the drift. For the Porsche, the big experience was not too bad, because with the mid-engine it's a little bit more tricky because the reactions are very fast on that car, so you have to steer a lot more and a lot faster, and there you have a big disadvantage because you don't have that much steering angle in a Porsche, so you are a little bit limited with counter steering. But with a good grip at the rear, because most people think we don't need grip at the rear tires while drifting, that's not entirely right. Because when we have good grip at the rear, we can control the car very, very well, especially on the slippery surface where we were at today. You could control the car completely over the throttle, lift it a little bit, the car was more stable, then you go on the throttle again. And it was better to drift than we thought, but it's still not an easy car to drift, of course. I guess as soon as we go on the maybe dry pavement, it's really hard because the reactions of the car will be very, very fast and you have to be lightning fast at the steering. But I would say both cars have some potential, maybe the Porsche a little bit more in its stock form. I guess when you add an locked differential at the BMW, it will be perfect to drift. For the Porsche, I guess, yeah, it likes to be more driven on the grip side, maybe on the racetrack, but it's still okay to have some fun sideways. Voilà, j'espère que cet avis éclairé vous aura donné envie de tenter l'expérience, ne serait-ce que le temps d'une journée. C'est d'autant plus passionnant à faire que cela vous donne une toute nouvelle perception de la conduite de votre voiture. Après une session passée à jouer avec les limites d'adhérence, on se sent plus en confiance et plus sûr par temps de pluie. Bien entendu, les conditions sur circuit et sur route ne sont pas les mêmes. Sur circuit, pour pouvoir drifter et faire patiner les roues arrière, vous allez devoir désactiver l'anti-patinage ou l'ESP, alors que sur route, ces assistances électroniques sont toujours actives. Cela dit, sur circuit, je vous invite à faire au moins un tour en les réactivant afin de pouvoir voir la différence de comportement. Par curiosité, c'est ce que j'ai fait. Je les ai réactivés, puis j'ai cherché la rupture d'adhérence. Et là, franchement, j'ai été agréablement surpris de voir à quel point il est difficile de les faire décrocher. Au final, que vous soyez en Porsche ou en BMW avec pont autobloquant, c'est une expérience très sympa à faire qui vous donnera une toute nouvelle perception de votre voiture. Allez, à la prochaine!